Donc bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc bienvenue pour cette matinale technique de Nolise, où nous parlerons donc de la protection face aux défauts d'origine microbienne et des outils innovants en 2025. Et nous parlerons également de cas pratiques sur le sujet. Donc il y aura trois intervenants pendant cette présentation. En premier lieu, donc Christophe Gerland commencera. D'accord, merci Laurent. Donc le son est bon, tout va bien. Donc Christophe Gerland commencera. Donc Christophe est gérant de la société Intelliono, est œnologue, ingénieur et microbiologiste, et donc consultant en microbio, en hygiène et aussi travaille sur les effervescents. Ensuite, donc nous sommes également accompagnés de Pascal Brunou, qui est spécialiste de la cytométrie en flux et qui travaille pour la société Sysmex et qui est donc le référent du cytomètre pour la partie œnologie. Et ensuite, il y aura moi-même, donc je suis Augustin Calas, je travaille pour le laboratoire Œnolyse en tant qu'œnologue conseil et consultant en viticulture. Et je vous présenterai donc des cas pratiques pour vous montrer comment nous utilisons le cytomètre au quotidien dans notre travail de suivi des vins de notre clientèle. Alors, ça ne veut pas marcher. Pourquoi? Alors, je reviens. Voilà. Donc, pour le plan de cette présentation, donc c'était ce qui était mentionné donc, dans la présentation de la soirée, de la matinale, dans nos mails et dans nos diverses publications. Donc, c'est Christophe qui commencera cette présentation, d'abord en parlant, en faisant un état des lieux des défauts des vins d'origine microbienne. Également, il parlera des techniques microbiologiques innovantes dans le milieu. Ensuite, donc Pascal Brunou prendra la suite et nous présentera en détail ce qu'est la cytométrie, ses principes, ses applications, avec une concentration sur des sujets qui sont importants évidemment pour nous en œnologie, à savoir les bactéries, les Brettanomyces, mais aussi les levures. Ensuite, je prendrai le relais donc pour parler des cas pratiques, comme je disais tout à l'heure, et Christophe reprendra la main pour terminer en parlant des solutions d'hygiène de terrain innovantes. Et nous terminerons par une phase de questions-réponses. Donc, je vous inviterai à poser vos questions par chat et on y répondra au fur et à mesure. Voilà. Donc, Christophe, je te laisse prendre le relais, j'arrête le partage et je te laisse partager et rallumer ton micro. Ok, merci beaucoup, Augustin. Merci au laboratoire Renolyse de coordonner cette matinée. Merci également à la société Sysmex de participer et à toutes et tous, toutes les personnes présentes. Donc, je vais démarrer par un petit état des lieux partiel, mais très représentatif de la situation actuelle sur la qualité des vins français, mais aussi internationaux, mais je focaliserai sur les vins français, et qui implique que les analyses microbiologiques doivent être envisagées sous un autre angle. Augustin, tu me dis si tout va bien au niveau technique. Donc, l'état des lieux est assez alarmant. Déjà en 2008, euh, une Pour l'instant, on étude. n'a pas de diapo, Christophe, je ne sais pas si c'est normal. Ah, eh ben, je vais revenir sur le partage d'écran. Maintenant, c'est bon? Ouais, c'est bon, il te suffit de le mettre en diaporama et c'est bon. Ok. Donc, l'état des lieux est, était déjà en 2008
délicat du fait eh ben, de l'augmentation des défauts d'origine microbienne. Ici, sur cette diapositive, c'est une étude qui a été faite dans le cadre d'un concours international de vin où sur 10 000 vins, il y avait un taux de défaut d'environ 6% et les organisateurs demandaient aux jurés d'indiquer quels défauts ils trouvaient. Il y avait même une analyse du TCA pour les goûts moisis liégeux et des phénols volatiles pour les vins qui étaient indiqués comme ayant une odeur phénolée. Ensuite, il y a des travaux qui sont faits dans les grandes régions viticoles françaises, dans le cadre des jurys du suivi aval de la qualité. Et là, je ne montre que des données bourguignonnes, mais il y en a aussi dans le Val-de-Loire, en Côte-du-Rhône, dans le Bordelais. Et vous pouvez voir ici que sur des vins de 2010 à 2012, eh ben, il était indiqué que dans une bonne proportion de vins rouges, on retrouvait des phénols volatiles à plus ou moins grande concentration. Et je ne l'ai pas dans cette présentation, mais il y a également une diapositive qui était présentée dans le cadre de matinée technique du BIVB à Bonn, qui montrait qu'il y avait de plus en plus de vins blancs qui étaient touchés. Je ne suis pas allé plus loin dans le recueil de données parce que c'est une matinée technique où on doit centrer sur la présentation de nouveaux outils, mais la situation des vins français est assez alarmante et on peut le voir dans des articles de la revue des vins de France. Et donc il y a un aspect qui est très peu pris en compte en France, mais beaucoup pris en compte en Australie, qui est le coût de la non-qualité. Et tous les ans, on paraît le rapport des activités de l'industrie donc de l'Australian One Research Institute. Ici, vous avez son directeur de l'époque. Et en fait, ils ont communiqué sur en fait, l'investissement qu'ils avaient fait sur 4 années aux environs de 8,6 millions de dollars australiens sur 4 thèmes, dont le thème des Brettanomyces, mais également le thème des halophénols, donc des moisis liégeux, et le thème aussi des goûts de fumée. Et donc, même si tous ces thèmes ne sont pas d'origine microbienne, eh ben, le coût de la non-qualité, ils l'ont estimé en fait euh, avec un retour sur cet investissement de 8,6 millions aux alentours de 264 millions en fait de retour sur investissement du fait de la possibilité grâce à ce transfert de connaissances sur comment prévenir les défauts ou comment les éliminer, mais surtout comment les prévenir, eh ben, ils ont sauvé la vente de vin. Moi, je vous cite juste un exemple pour l'avoir connu. Euh, sur le Bordelais, c'était à Bordeaux, mais j'en ai d'autres ailleurs, où en fait, une cave était depuis des années à sortir une cuvée spéciale à 20 € la bouteille avec un élevage en fût de plus d'un an. Et une année, eh ben, il y a des barriques qui ont été contaminés en Brettanomyces et cette cave a dû vendre ce vin à 1 € du litre après avoir éliminé les phénols. Et c'était impossible pour eux de proposer ce vin à 20 € la bouteille. Donc, vous voyez le coût de cette non-qualité qui est très peu prise en compte par les directions générales notamment en France. Donc, les défauts d'origine microbiologique, il y a les problèmes de Brettanomyces, il y a les problèmes d'acétate d'éthyle liés soit aux levures apiculées, Cloaca apiculata, soit au développement de schizo, soit aux bactéries acétiques. Et puis, il y a les fameux goûts de souris. Alors, ces défauts, eh ben, effectivement, sont un peu plus fréquent si jamais on n'en se pense pas en micro-organismes, que ce soit pour faire la fermentation alcoolique ou la fermentation malolactique. Et vous avez ici une étude
faite par le grand technicien qui a marqué notre époque moderne, Vincent Gerbaud, de l'Institut français de la vigne et du vin, qui vient de prendre sa retraite. Et il a montré qu'en fait, eh ben, si on laissait des raisins donc sur ici, une grande quantité de lots qui ont été suivis en fermentation dans la cuverie expérimentale de l'IFV à Bonn, sans ensemencement en levure pour la fermentation alcoolique, on se retrouvait avec des vins avec une acidité volatile entre 0,4 et 0,9, alors que pour des mêmes vins qui soient des mêmes raisins, qui soient issus de l'eau cultivée en culture biologique ou non, eh ben, on a des, niveaux d'acidité volatile qui sont globalement, bien plus faibles. Donc les autres facteurs importants pour éviter ces défauts sont l'hygiène, l'hygiène et l'hygiène. J'ai fait une intervention à un forum en Italie il y a 3 semaines avec plus de 1000 personnes présentes. Monsieur Paronetto, tout comme ici en France, de grands noms comme Joël Rochard et plein d'autres grands microbiologistes de notre temps disaient aussi ces 3 mots, hygiène, hygiène, hygiène. Ça sera ma deuxième présentation. Et donc, pour ce qui concerne les points critiques pour la prévention de ces défauts, bien sûr, on va voir maintenant les analyses microbiologiques préventives. Elles doivent être en fait couplées à un bon prélèvement. Malheureusement, je pense que près de 80 des œnologues conseils en France ne font pas suffisamment de cas et ne transfèrent pas suffisamment des choses qu'ils connaissent pourtant et qui sont très importantes. Bon, personnellement, je fais moi-même les prélèvements et je connais pas mal d'œnologues qui le font et les autres qui sont performants en termes de prévention des défauts sont ceux qui forment leurs clients et qui leur fournissent des outils comme celui-ci qui a été inventé par Vincent Gerbaud et également Éric Grandjean et les autres œnologues conseils du Centre œnologique de Bourgogne. Personnellement, j'en vends de ces systèmes des dizaines de milliers dans le monde. J'en ai vendu des dizaines de milliers dans le monde depuis 20 ans. Donc, pour le prélèvement en fût et pour les prélèvements dans les cuves, il faut prélever à la vanne du bas. C'est plus long, mais c'est très important pour avoir des résultats. Et ensuite, dans l'interprétation, il y a ces données. Je ne vais pas m'apesantir dessus, mais la vitesse de production des phénols a été déterminée par l'équipe du professeur Streyano et de Madame Taillandier à Toulouse, publiée au Symposium de Bordeaux en 2007. Et il y a pas mal d'œnologues qui conseillent de filtrer quand on a quelques dizaines de cellules de Brett par millilitre, alors qu'on a le temps d'agir. Et si on prélève au fond des barriques, au fond des fûts ou au fond des cuves, eh ben, on va pouvoir prendre le temps avant de passer à une étape qui a un impact sur la qualité des vins, qui est la filtration. Donc, effectivement, c'est très important de faire ces analyses. Alors, ces analyses microbiologiques, eh ben, si on prend les recueils de l'OIV et donc les techniques officielles recommandées, ce sont les cultures sur milieux qui peuvent être spécifiques, des milieux de culture bactériolactiques, des milieux de culture bactériacétiques. Les milieux de culture pour les Brettanomyces, eh ben, il y a des milieux qui ne sont pas totalement spécifiques. Ils permettent de détecter les levures sur boîte de pétri qui sont résistantes à la cycloheximine. J'ai, sur l'idée d'un chercheur portugais publié au Symposium de Bordeaux en 2003, développé le sniff Brett à travers le monde, qui permet aussi de faire cette technique. Mais je pense que malgré toutes les batailles, et j'y ai participé, entre les experts sur les analyses microbiologiques, il faut considérer qu'il n'y a pas une technique qui peut marcher toute seule et qu'il faut toujours coupler le microscope, microscope, microscope. Ceci m'a été appris en 1993 par Christian Gresser et ensuite orienter vers les analyses plus spécifiques. Donc, d'abord, observer au microscope et décider s'il faut filtrer ou s'il faut au contraire diluer un échantillon avant de faire une analyse. La cytométrie de flux moderne a été redéveloppée par Vincent Gerbaud à partir des années 2006-2007, en forte collaboration avec la société Sysmex, sur une technique dont Pascal va parler, qui est non spécifique, mais qui permet de voir si on a des levures vivantes. Si on n'en a pas, il ne peut pas y avoir de Brettanomyces.
Donc effectivement, il y a des conditions particulières en fonction de si on est en semence en levure ou pas, qui font que après la fin de fermentation alcoolique, on va attendre soit une semaine, soit 2 à 3 semaines avant de pouvoir faire effectivement cette conclusion. Mais cette mesure des levures Saccharomyces ou autres vivantes est importante à faire et derrière, on va orienter, pour ma part, je fais du sniff bread et il y a beaucoup de caves qui me suivent, pour derrière faire dans les années jusque les années 2020, une PCR quantitative, si on est pressé, avec différents types de PCR, la VPCR, maintenant la PCR digitale. Et ça, il faut faire pas mal de tri pour savoir si effectivement on fait la différence ou pas entre les Brettanomyces vivants ou morts. Et en 2025, dans ce qui va vous être maintenant présenté, on a effectivement des techniques qui ont évolué et une cytométrie spécifique par marquage, alors qui est proposée par la société Sysmex. Il y a d'autres sociétés qui proposent d'autres types de techniques. Et donc, vous allez voir maintenant, grâce à Pascal et puis ensuite à Augustin, eh ben, un petit peu comment est-ce qu'on peut appliquer ces différentes techniques. Pour ma part, je continue à faire observation au microscope, cytométrie non spécifique et derrière, sniff bread dans tous les cas. Et maintenant que les gens qui me suivent sont bien, 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 entre guillemets, hein, je reste modeste, éduqués, eh ben, on attend les 10 jours et le résultat si on a effectivement anticipé et fait les prélèvements 10 jours avant de réaliser soit un houillage, soit un assemblage, soit un soutirage dans d'autres contenants pour passer à l'étape œnologique suivante. Voilà ce que je nous avons décidé de vous présenter un peu dans cette première partie de cette matinée. Donc, Augustin, tu peux reprendre la. J'arrête le partage et tu peux Ouais. reprendre la main. Ok. Parfait. Hop, euh, c'est parvenu. Voilà. Est-ce que c'est bon là? On voit bien la. Très bien. Parfait. Hop, ça séquence. Bonjour à tous, j'espère que vous voyez la diapo. Donc je suis Pascal Brunou de la société Sysmex. Beaucoup d'entre vous me connaissent, j'imagine. Ça fait un petit moment que j'essaye de promouvoir la cytométrie pour l'œnologie. Et aujourd'hui, je vais vous faire un petit état des lieux de ce que l'on propose chez Sysmex. Donc Sysmex, c'est une société basée en France, mais au départ qui est japonaise, hein. On est plus de 10 000 employés chez Sysmex. En France, on est 200 actuellement. C'est surtout notre activité principale, c'est l'hématologie, hein, la partie médicale. Et moi, je suis dédié à la partie microbiologie industrielle, dont fait partie l'œnologie. Euh, un petit rappel, en fait, je pense que vous avez tous entendu parler de la cytométrie en flux. Cette méthode, en fait, sert à caractériser et compter des cellules ou des particules en suspension dans un flux liquidien. Ah. Donc l'interaction des éléments en suspension dans la matrice liquide avec une source lumineuse, ce sont des lasers, hein, permet de caractériser les cellules avec récupération de différents éléments, différents critères. On va caractériser chaque cellule par son critère de taille, granularité et fluorescence. Donc cette fluorescence pouvant être naturelle, donc il existe des cellules autofluorescentes, hein, notamment en biologie marine, tout ce qui est algues. Par contre, pour ce qui est de l'œnologie, si on compte des levures ou des bactéries, il va falloir les marquer avec des sondes fluorescentes qui sont caractéristiques de ce que l'on veut voir. Donc j'ai illustré un petit peu la cytométrie en flux avec un schéma facile à comprendre pour les amateurs de cyclistes. Je pense que ça parle. Si vous comprenez ce que j'ai voulu exprimer avec ces images, vous comprenez en fait comment fonctionne la cytométrie en flux.
Si vous focalisez les événements de votre échantillon, donc les levures ou toutes les particules, de façon à ce qu'elles passent les unes derrière les autres dans un flux stable, vous allez facilement identifier les cellules qui ont été au préalable marquées par des sondes fluorescentes, par exemple. Et puis, du coup, on va pouvoir les compter les unes derrière les autres de façon très simple avec un système d'électronique et d'informatique qui vont permettre de récupérer des signaux et les interpréter avec un logiciel sous forme d'histogramme et donc de faire le tri là-dedans pour identifier chacune des cellules. Ça peut être le maillot jaune hein, que l'on veut trier et du coup vous donner un résultat quantitatif sur le nombre d'événements retenus. Alors, il faut également marquer ces cellules, hein, comme je vous disais, peu de cellules sont autofluorescentes, mais pour ce qui est de la microbiologie, il va falloir donc utiliser le cytomètre, donc qui nous permet de dénombrer les micro-organismes, mais pas que, je dirais, cette technologie, donc ça, faut bien le garder à l'esprit, permet de dénombrer les événements mais aussi, ce qui est intéressant par rapport à des techniques de comptage, c'est qu'elle permet d'apprécier avec des marqueurs choisis l'activité, l'état physiologique des cellules et également de les identifier de façon très précise en utilisant des réactifs appropriés. Donc, chez Sysmex, on a développé trois axes, trois kits dédiés à l'œnologie avec des sondes spécifiques. Un kit pour la détection des brettes avec des sondes très spécifiques pour identifier les brettes bruxellensis dans le vin et également dans le cidre Anomala. Donc on a un kit EnoCount dont Christophe a un petit peu parlé pour la mesure de l'activité des levures, l'activité métabolique, donc qui permet aussi de compter des levures. Et on a un kit EnoCount, pardon, qui lui permet de faire une évaluation globale des levures et des bactéries, avec surtout intérêt pour les bactéries, pour les départs de Malo, mais je vais en parler un petit peu plus tard. Alors, donc l'idée c'est d'avoir deux pôles, hein, un pôle spécificité pour l'analyse des micro-organismes avec des sondes très spécifiques qui vont matcher uniquement avec ce que l'on recherche, par exemple les brettes, et un pôle viabilité, vitalité qui permet de faire un monitoring, d'avoir une image précise de ce qui se passe pendant vos process de fermentation. Donc tout ça, c'est fait sur une plateforme analytique simple que l'on fournit, SciFlowCube ou le nouveau cytomètre qui s'appelle le SciFlow RI. Et on a fait en sorte de mettre à disposition des laboratoires d'œnologie un système relativement simple à utiliser et qui s'intègre parfaitement dans une démarche d'analyse quotidienne avec des rapports très faciles à interpréter. Je pense que M. Callas vous en parlera après. Je donc commence par détailler un petit peu plus la méthodologie œnologiste. Alors, l'œnologiste, ça s'intègre, donc je vais vous présenter chaque technique dans un schéma que vous connaissez bien mieux que moi avec le process de fabrication du vin d'élaboration. Le nodiste, en fait, il peut être utilisé à différents endroits pendant cette chaîne de process. Au tout départ, donc pour essayer d'avoir une idée du nombre, évidemment, on aime bien compter le démarrage de la fermentation, voir si on a affaire à des grosses populations de levure ou des faibles populations. Mais comme je vous disais aussi, savoir dans quel état physiologique elle se trouve. Est-ce que ça démarre en phase exponentielle de croissance, auquel cas on est content, ou alors, est-ce que c'est une fermentation qui va traîner? Donc, le kit Enois vous donne cette réponse-là en début de process. Ensuite, on peut l'utiliser, et on a pas mal de clients qui le font de façon historique. Ça se fait pour le suivi des brettes dans la partie E, en faisant un prélèvement approprié, comme l'expliquait Christophe. Vous allez pouvoir faire un suivi permanent et je dirais régulier de vos vins
en ayant une alerte dès que vous avez la présence de levure vivante, en fait, qui remonte, ce qui peut être signe d'une contamination par des brettes. Évidemment, il faudra confirmer par un test spécifique que ce sont bien des brettes, mais l'idée, c'est d'avoir un test de screening rapide et pas trop onéreux qui vous permette de faire ce suivi. Donc ça, c'est le nodiste. Et enfin, dans la phase F et G, on peut imaginer aussi faire du contrôle avant la mise en bouteille pour voir s'il y a zéro levure ou en tout cas un seuil qui n'est pas critique. La méthodologie, elle est très simple, hein. Vous allez partir de 400 microlitres de vin, vous ajoutez un marqueur, un tampon, et vous faites une incubation de 10 minutes à température ambiante, puis l'analyse. Donc c'est très très simple. N'importe quel technicien peut faire ça de façon très facile. Le kit a été développé avec un petit rappel qui a été fait sur Vincent Gerbeau avec Vincent il y a quelques années déjà à l'IFV. On a initié la cytométrie en flux, hein. À l'époque, nous étions Partech, hein. Je travaillais pour la société Partech avant qu'on soit racheté par Sysmex. Mais voilà, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, faut le savoir, plus de 15 ans, et qui est pratiqué par certains labos en routine depuis toutes ces années. Donc la cytométrie, c'est vraiment pas nouveau, hein. Donc on a un résultat de ce type-là. Alors j'insiste, hein, sur le fait qu'on n'est pas uniquement sur un dénombrement de micro-organismes. Je dirais que la microscopie, la PCR, il y a plein de méthodes qui savent dénombrer des micro-organismes, la boîte de Petri. Ici, on est sur un dénombrement direct qui va nous donner en temps réel le nombre précis de levures dans votre échantillon. Une levure, c'est un événement. Donc ça, c'est pour le dénombrement. Mais aussi, vous voyez, vous avez une indication sur l'activité métabolique. Je le rappelle plusieurs fois. Et cette activité, elle est parlante. C'est-à-dire que vous allez pouvoir non seulement savoir si vous avez affaire à une forte quantité de levure ou une faible quantité dans votre échantillon, mais je dirais que c'est plus dangereux parfois, si on parle de Brett, d'avoir une faible quantité de levure détectée mais avec une très forte activité métabolique. Et ça, c'est une notion qui est très utile avec la cytométrie en flux. Donc, vous avez un système qui va vous sortir le nombre d'événements par millilitre, bon, un système de rapport, je ne vais pas trop perdre de temps là-dessus, et avec justement cette tendance de viabilité forte, faible ou moyenne qui vous aussi parle sur ce que vous avez vu dans votre échantillon. Un exemple ancien, mais de ce que l'on peut faire aussi avec le kit Enoyst pour du suivi de fermentation. Vous avez une chronologie ici de ce qui se passe en temps réel quand vous faites une fermentation. Vous avez illustré sur ces quatre états des lieux. Donc c'est une prise d'échantillon qui a été faite à différents moments. Et vous avez des gros nuages de points illustrés par la flèche en numéro 1. Ce gros nuage de points correspond à des millions de levures. Et vous voyez que cette population sous forme de nuage de points, elle est plutôt tendance à droite de cet histogramme. Et vous voyez en numéro 2, 3 et 4 que on le voit très bien, hein, de façon visuelle sur ces diapos, qu'on va perdre la quantité de levure au fur et à mesure que la fermentation avance. Et vous avez le nuage qui va shifter vers la gauche, c'est-à-dire que on perd en nombre et on perd aussi en fluorescence. Et ça, c'est typique de ce qui se passe quand une fermentation décline. Et vous voyez qu'avec l'outil cytométrie, vous avez quand même une vision en temps réel de ce qui se passe dans votre échantillon. Et c'est très utile, notamment pour du suivi de fermentation, de pied de cuve ou de prise de mousse pour les vins effervescents. Voilà ce qui est de l'œnologiste. Alors j'enchaîne vite parce que le temps est compté. Je bascule sur la deuxième méthodologie, donc c'est l'analyse des brettes. Alors ça se positionne cette analyse à différents endroits. Alors de plus en plus, si on a des clients qui font une analyse de Brett en B, c'est-à-dire que le plus tôt possible sur des mous. Alors c'est un peu compliqué parce que la matrice fait que l'analyse est rendue plus complexe sur des mous que sur des vins
en élevage hein, ou fini. Mais ça se fait. L'idée, c'est de voir à quel moment détecter le plus tôt possible quand on charge des brettes. Donc, c'est vraiment une analyse spécifique, hein, cette analyse de Brett. Et on peut l'utiliser évidemment en C et en D, entre C et D, et EF. Donc, je dirais que c'est dans toute la partie process où il y a un risque Brett. Alors, vous connaissez évidemment beaucoup mieux que moi tout ça, parce que vous êtes les spécialistes, mais euh, la recherche de Brett, elle se fait, je dirais, en permanence. Et donc le kit spécifique va vraiment pointer du doigt quand on a affaire, par exemple, avec une détection nodiste à des levures, il va pointer du doigt que ce sont vraiment des brettes Bruxelles N6 ou Anomala qui sont à l'origine de cette reprise de levure dans le vin. La détection des brettes spécifiques, donc vous avez d'autres méthodes, évidemment, comme disait Christophe. Ah, moi, je ne balaye pas d'un revers de bras toutes les méthodes à disposition. Chaque méthode a son utilité et doit être utilisée au bon moment. La culture surmineuse spécifique, ben, c'est ce qui se fait couramment. On connaît ses défauts, hein, avec un temps de réponse très long et la spécificité des milieux qui est très discutable. D'ailleurs, j'ai fait un renvoi sur une publi de référence qui fait un peu froid dans le dos. Si vous faites des levures de recherche sur des milieux spécifiques Brett, vous allez voir que cette publi met en évidence que tout pousse, en fait, hein, malgré ce qu'on peut penser, c'est vraiment pas spécifique. Tout dépend du temps que l'on attend. Le microscope, ben, c'est très important. La microscopie, comme disait Christophe, c'est la base. Souvent, un petit coup de microscope peut vous orienter très simplement sur ce qui se passe dans votre vin. Par contre, c'est une méthodologie qui est fastidieuse, hein. Si vous faites du comptage de levure en cellules de Malassez, c'est très long et peu reproductible puisque vous prenez trois opérateurs, vous avez trois résultats différents, hein. C'est un problème statistique, c'est connu. La PCR, donc c'est très à la mode. C'est très fiable. Alors, on parle de DPCR, c'est le sujet du moment, la PCR digitale. L'idée, c'est d'aller toujours plus bas dans le seuil de détection. Bientôt, je pense qu'on en sera à parler de 0,1 brette par millilitre, tellement on essaie d'aller bas. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça en a pas? Sachant que les seuils de perception, comme l'indiquait Christophe, sont pas forcément aussi bas quand on a une présence de brette. Avec la technique que l'on propose, on annonce un seuil de détection à 100 par millilitre, ce qui nous laisse normalement le temps, ce qui vous laisse le temps de réagir. Euh, la PCR, donc c'est une méthode indirecte, hein, je tiens à le préciser quand même, puisque en fait on va amplifier des portions d'ADN qui sont susceptibles d'appartenir à des micro-organismes que l'on recherche, on va les amplifier, mais ce n'est pas une recherche directe, on ne voit pas un événement précis dans l'échantillon. On voit des traces de ces événements. Néanmoins, la PCR, c'est une technique fiable et qui fonctionne bien. Donc, ce qui vous intéresse en tant qu'œnologue, c'est quelque chose de très spécifique. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que les levures dangereuses, ce sont les levures actives, hein, les levures qui ont un potentiel à faire des phénols. Et c'est ça que l'on met en évidence avec notre kit Brett, c'est vraiment uniquement les levures dangereuses dans votre vin. Donc, la technique que l'on propose chez Sysmex, c'est le Flowfish. C'est ce qui permet de vraiment avoir une vision réelle de ce qui est dangereux dans votre vin quand vous faites l'analyse. Alors, je vais passer assez vite là-dessus. L'idée de notre technologie, c'est d'avoir des sondes qui sont des sondes nucléotidiques. Donc, ça a été développé par une société qui s'appelle Verbicon en Allemagne. Ces sondes nucléotidiques sont hyper spécifiques, hein. On va cibler la RN16S qui est connue pour garantir une excellente spécificité sur la recherche de micro-organismes. Ces sondes, on va les faire rentrer dans les levures et si elles rencontrent le brin d'ARN16S correspondant, ça va matcher à 100%. Et comme elles sont fluorescentes, ça va nous permettre de mettre en évidence les levures si ça correspond à ce qu'on cherche. Alors, sachez que
l'ARN16S, en fait, il va se trouver en grande quantité si le micro-organisme est en train de faire de la synthèse de protéines. Et du coup, les cibles seront d'autant plus fluorescentes qu'elles sont actives, qu'il y a de récepteurs d'ARN16S. Donc, c'est un petit peu ce qui caractérise cet aspect un peu viabilité de la technique. La lecture se fera au cytomètre, donc les levures étant rendues fluorescentes. Après, le cytomètre, ce n'est qu'un outil de comptage, hein. On va les visualiser, on va les classer et on va identifier le nombre de brettes par millilitre d'échantillon. La procédure, elle se fait en 3 temps. Une fixation, dénaturation. Donc, c'est des temps qui sont assez longs avec un temps global de 3h30 avec une incubation qui dure 2h45 globalement dans les 3 étapes. Alors, ça ne monopolise pas un technicien 3h30 devant l'appareil, bien évidemment. L'idée est de pouvoir faire ça de façon la plus transparente avec des incubations, par exemple pendant la pause déjeuner pour les 90 minutes. Et vous allez faire la lecture avec le cube qui va vous donner un résultat de levure de Brett par ml. Et vous pouvez très bien faire la préparation d'échantillons, le mettre au frais pendant 24-48 heures. Si vous n'avez pas le temps de faire une lecture un vendredi soir, vous pouvez préparer l'échantillon et le lire le lundi matin. Donc ça, c'est l'intérêt aussi de pouvoir faire les choses de cette façon. Donc voilà, c'est une technique qui est quand même plus longue que le nodiste, hein, parce il faut quand même être présent pour préparer les échantillons, mais ça se fait en routine sans problème. Vous avez un rapport d'échantillon, en gros, qui vous dit présence de Brett en nombre de Brett par ml avec un seuil inférieur à 100, donc on va vous dire inférieur au seuil. Si vous êtes au-dessus de 100, vous allez avoir une présomption de contamination et vous allez avoir des paliers en fait qui vous donnent en résultat le risque moyen, fort ou très fort suivant la quantité de bret qui a été détectée. On a donc les caractéristiques du kit avec un seuil de 100 par ml. Donc vous voyez qu'on est largement en dessous du risque d'altération, hein. Donc ça c'est quelque chose que j'ai récupéré, c'est pas moi qui l'ai inventé cette courbe, sur des publications œnologiques. Et on a une linéarité entre 100 et 100 000 cellules. C'est plutôt fait pour les vins rouges et voilà, stockage des réactifs au frais, évidemment, conservation 18 mois. Donc ça, je vais passer vite parce que je ne voudrais pas être en retard. Pour basculer sur... Ah, je suis déjà au 6. Tiens, j'avais oublié de changer les numéros. C'est pas grave. Le no count. Donc c'est le dernier... enfin le troisième kit que l'on propose pour le suivi de l'œnologie. Alors le no-count, ça vous permet de voir et les bactéries et les levures. Le no-count, moi je le suggère en D, c'est-à-dire que c'est un test qui va vous permettre de voir aussi de façon très précise ce qui se passe quand vous avez des fermentations qui traînent et que vous ne démarrez pas vos malots, vous savez pas trop ce que vous avez dans votre vin, si vous avez des bactéries, si elles sont là, pas là, si elles ont la malo à démarrer. Vous faites avec ce kit EnoCount une analyse en 10 minutes qui vous donne les proportions en levure et en bactéries dans votre vin. Et vous allez aussi voir parmi ces bactéries si vous avez une population active, intermédiaire ou morte. Donc ça vous donne vraiment un état des lieux très intéressant. Vous pouvez le faire évidemment plus tard hein, dans le processus, voire vous pouvez aller jusqu'à l'embouteillage où il est proposé de faire de l'œno-count pour une détection de très faible proportion de micro-organismes en concentrant un petit peu l'échantillon sur membrane. Je vais en parler un petit peu après. Donc le test, il est basé sur deux marqueurs non spécifiques, pardon, mais spécifiques pas spécifiques de l'espèce, mais spécifiques de la viabilité. C'est-à-dire qu'on va avoir une molécule
qui va marquer en vert toutes les cellules vivantes, que ce soit levure ou bactéries, et une compétition ensuite avec une deuxième molécule qui va pénétrer et venir se superposer à l'intérieur des micro-organismes au marqueur vert qui va donner une fluorescence rouge. Donc on va avoir en gros, pour faire simple, des micro-organismes qui sont vus morts en rouge et qui sont vus vivants en vert. Et la différenciation entre levure et bactéries se fait tout simplement par les critères de taille granulosité qui sont données par le cytomètre. Et du coup, on va pouvoir identifier et différencier chacune des populations avec cet aspect de viabilité, encore une fois, qui est très important pour comprendre ce qui se passe dans votre vin. Encore une fois, c'est pas que de savoir s'il y a des bactéries ou des levures, mais c'est de savoir est-ce que ces bactéries sont vivantes ou mortes et est-ce que ces levures sont en train de finir leur activité de fermentation ou pas. Donc le no-count, c'est quand même assez intéressant. Je vous disais la possibilité de faire un test pour descendre très bas au niveau des seuils en faisant une filtration sur membrane avec une élution sur permettre de descendre au niveau des seuils de détection. Voilà, en fait, vous avez un exemple type. Je crois que Monsieur Callas va vous montrer aussi une analyse de ce genre-là. Vous avez donc c'est peut-être au début comme ça un peu difficile à comprendre, mais en haut à droite vous avez la fenêtre de viabilité des bactéries. Vous voyez une population en rouge qui correspond à chaque petit point. Ce sont des bactéries qui ont été détectées vivantes, donc vertes, qui sont évidemment comptabilisées. Vous avez dans la partie bleue, viabilité des levures, vous voyez que vous aviez une grande population de levures, mais qui apparaît noire en haut, puisqu'elles sont mortes. Il vous reste quand même, d'après les résultats, 16 800 levures par ml, donc il y a quand même une fin de fermentation, début de malo, et vous voyez en bas l'histogramme tout en noir, où il y a deux gros nuages. On voit très bien en taille structure la différence entre ce qu'est une levure et ce que sont des bactéries. Et ça permet de faire une différenciation dans les deux histogrammes qui vous donnent la viabilité des bactéries ou des levures. Donc vous avez un résultat sous forme de rapport qui vous donne un pourcentage bactéries vivantes, levures vivantes, et puis un total micro-organisme. Donc c'est vraiment une image intéressante pour comprendre ce qui se passe quand vous avez des problèmes de malo ou problèmes de fermentation. Donc c'est un état des lieux très simple et très utile à mettre très utile et très simple à mettre en œuvre. Oui, j'ai fini. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que je suis dans les temps. Et puis, du coup, évidemment, je serai là tout à l'heure pour répondre à vos questions. Impeccable. Je te laisse la place. Donc, rebonjour à tous. Donc, comme je le disais tout à l'heure, moi, je vais vous présenter vraiment chez Enolis comment on utilise le cytomètre avec des cas pratiques tout au long du suivi des vins de notre clientèle. Donc voilà le sommaire, je vous montrerai comment on utilise le cytomètre au laboratoire. Ensuite, je vous montrerai pour les trois analyses que nous réaliserons, donc Brettanomyces, bactéries et levures, à quel moment on analyse et quel est l'intérêt de ces analyses à ces stades. Donc voilà, petite histoire rapide. Donc on a acquis, vous pouvez voir à droite l'image du cytomètre, de notre cytomètre au laboratoire. C'est un outil qu'on a acquis en 2020. L'année dernière, en 2024, nous avons réalisé 700 analyses. C'est en croissance chaque année. Pourquoi? Parce que notre clientèle, il y a maintenant beaucoup de clients qui analysent de manière régulière et récurrente leurs échantillons tout au long de l'année. Et le cytomètre est vraiment rentré dans leur process. Donc, on a chaque année de plus en plus d'analyses. On a réalisé l'année dernière une enquête de satisfaction globale sur le laboratoire et les analyses que nous effectuons, on fait un petit peu tout. Et on a évidemment posé une question sur le cytomètre. Et 100% des clients qui utilisent le cytomètre, parce que tout le monde ne l'utilise pas, sont satisfaits des résultats. Donc ça, c'est extrêmement satisfaisant justement pour nous.
Et quel est l'intérêt du cytomètre par rapport à avant 2020 où on réalisait la majorité des analyses microbiens en milieu de culture? C'est que le cytomètre est plus rapide, permet d'obtenir des résultats en 24 heures contre 7 jours pour les milieux de culture, avec un résultat donc en nombre de cellules par millilitre plutôt qu'en UFC. L'UFC, unité ferment colonie, c'est un petit peu difficile de quantifier véritablement le nombre de micro-organismes qu'il y a par UFC, alors que le cytomètre nous donne un résultat très précis qui nous permet ensuite, par rapport au seuil que nous avons élaboré, de vraiment décider du traitement que l'on peut réaliser ou non. Donc pour commencer, je vous présente l'analyse des Brettanomyces. Donc ça, c'est un rapport d'analyse comme vous avez vu avec Pascal tout à l'heure. Donc un rapport tout simple avec la date de l'analyse, le nom de l'échantillon, et là, vous pouvez voir donc les deux graphiques comme les a présentés Pascal. Donc en bas, le graphique taille et structure, donc SSC, FSC, qui va permettre de discriminer par rapport à tous les micro-organismes présents dans notre échantillon, parce qu'on le sait, il y en a beaucoup. On ne fait pas un produit stérile, donc évidemment, il y a beaucoup de populations. Donc ça va nous permettre d'abord de différencier les brettes et se dire ça, c'est vraiment des brettes. Et ensuite, par rapport à la fluorescence, on va obtenir une population, donc là en l'occurrence 1236 Brettanomyces par millilitre. Et après ça, on va se référer aux seuils que nous avons élaborés. Donc c'est des seuils qu'on a élaborés grâce à la littérature, grâce à notre expérience, et également en collaboration avec Pascal Brunou. Et donc, selon la concentration qu'on va trouver, on aura des préconisations qui seront différentes. Donc, si on a moins de 100 Brettanomyces par millilitre, on va considérer qu'il n'y a pas de développement. Si on est entre 100 et 300, on va considérer qu'il y a un développement suspect. Donc là, la première arme à utiliser contre ça, c'est le soutirage. Étant donné que la majorité des Brettanomyces sont présentes dans les lits, donc le soutirage est la première arme vraiment lors d'un développement suspect, donc plutôt bas. Et ensuite, au fur et à mesure des différents seuils, donc on peut le voir sur CDA, excusez-moi pour la numérotation du dernier, c'est bien le E. On peut le voir qu'au fur et à mesure que la quantité de Brettanomyces augmente, nous donc décider de traiter au chitosan, donc avec des doses différentes selon la concentration. Et comme le disait fort justement Christophe tout à l'heure, il faut être vigilant parce que la population, la taille de la population joue sur la rapidité de production des éthylphénols, d'où l'intérêt de s'y prendre au plus tôt dans l'analyse, dans des vins avec un passif ou alors des contenants avec un passif Brett, ou alors simplement en contrôle pour être sûr qu'il n'y en ait aucune qui se développe. Donc là, je vous présente une série d'analyses qu'on a réalisées pour voir vraiment l'efficacité du chitosan sur les populations de Brett. Donc vous pouvez voir trois vins numérotés, donc vin numéro un, numéro 2 et numéro 3. Donc avant traitement et après traitement au chitosan, donc à des doses différentes parce que vous pouvez voir que les populations sont pas du tout les mêmes. On passe de 1800 dans le deuxième vin à 127 000 dans le troisième. Et donc, ça nous permet de voir déjà l'efficacité très importante du traitement au chitosan. Donc, sur le vin numéro un, on passe de 8100 à 244. La baisse est extrêmement importante. Donc, des traitements très efficaces, sauf sur les populations donc des vins numéro un et numéro 3, parce que les populations de base étaient quand même extrêmement importantes. Donc là, on va envisager un deuxième traitement au chitosan qui permettra vraiment d'éliminer ces populations. Et ce que l'on a noté aussi, c'est que le temps de contact du chitosan est extrêmement important, selon l'importance de la contamination, savoir que plus la contamination est haute, plus le nombre de Brettanomyces par millilitre est important, plus le temps de contact va devoir être long. On conseille, nous, jusqu'à 20 jours de contact. Par exemple, pour les vins numéro un et numéro 3 typiquement, on aurait conseillé 20 jours de temps de contact, un petit peu moins pour le vin numéro 2. Et donc, pour illustrer cela, bon là, en l'occurrence, c'est un graphique qui est présent sur la fiche technique du KTS Control de Martin Vialat, mais bon, il y a des chitosans élaborés par de nombreuses marques œnologiques. Mais là, c'était un graphique particulièrement intéressant où on voit qu'on part d'une population de 10 puissance 5 UFC par millilitre, donc c'est quand même très important.
Et on voit qu'au fur et à mesure du temps, avec en abscisse, donc le temps en jour, il est important de laisser en contact le chitosan pour vraiment avoir une efficacité du traitement. Euh, donc voilà. Ensuite, c'est évident, mais les analyses ne remplacent pas la dégustation, elles la complètent. La rapidité de production des éthylphénols a été montrée selon la population dans la littérature. Donc, à partir du moment où il y a une contamination, nous, on conseille toujours à nos clients de déguster extrêmement régulièrement. Voilà, parce qu'on peut avoir une population de Brettanomyces parfois relativement faible, par exemple entre 100 et 500 par millilitre, et pourtant avoir une activité très importante et un développement des éthylphénols très important. Donc vraiment, la dégustation est clé dans le suivi des brettes. Et après, le suivi régulier est également très important avec certains moments stratégiques. Donc là, je vous montre tous les moments stratégiques à nos yeux. Mais encore une fois, ça dépend beaucoup du passif, de votre passif dans votre cave ou selon vos parcelles en Brettanomyces. Donc dans le cas des parcelles ou des caves où il y a très régulièrement des problèmes de Brett, on va préconiser une analyse 72 heures après encuvage spécifique Brett qui va nous permettre de suivre les populations et après un éventuel traitement très précoce qui va nous permettre voilà, de combattre les Brett dès le départ et éviter leur développement. On s'est rendu compte également entre la fin de la fermentation alcoolique et la fermentation malolactique, il faut être très vigilant aux latences. Au sucre restant, il peut y avoir un développement à ce moment-là. À la fin des vinifications, après fermentation malolactique et sous tirage, faire un bilan des populations brettes et évidemment avant tonnage. Ça permet d'éviter de contaminer nos barriques demi-muit ou foudre. Donc c'est quand même très important quand on sait à quel point c'est compliqué de se débarrasser des brettes dans ces contenants-là. Et ensuite, on va réaliser des analyses fin d'hiver, début printemps, au moment où les vins se réchauffent, parce qu'il y a une activité des brettes qui peut augmenter. Et ensuite, un suivi tous les 2 mois. Ce qui est important de noter, c'est qu'on peut très bien n'avoir aucune Brettanomyces en fin de vinif, donc fin novembre par exemple, faire une analyse et être en dessous du seuil de 100, donc ce qui est très satisfaisant, et par contre se retrouver au début du printemps avec une population croissante. Donc c'est pas parce qu'on a fait une analyse de Brett à un moment donné, on se dit j'en ai pas, c'est bon, tout va bien pour l'élevage, il n'y aura pas de problème. Non, on se rend compte qu'il y a un développement. Alors ça va dépendre évidemment de l'activité des Brettanomyces mais aussi de potentiels points contaminés dans votre cave, que ce soit une pompe spécifique, par exemple pour les élevages, des bois ou autre chose. Voilà. Donc, il est important de faire un suivi quand même régulier. Et comme le disait Christophe tout à l'heure, pour nous, le prélèvement est extrêmement important. Et on le préconise vraiment à la vanne du bas, au niveau des lits. Donc, pas, il faut pas que ce soit un échantillon 100% de lit, bien sûr. Mais il faut le faire vraiment en bas de la cuve parce que vous pouvez le voir donc sur le tableau suivant. Donc avec des vins numérotés de 1 à 4, on peut voir que, par exemple, pour le vin numéro 1, il y a 10 fois plus de Brettanomyces lors d'un prélèvement à la vanne du bas plutôt qu'au dégustateur. Et ça se vérifie pour tous, notamment le vin numéro 2, où au dégustateur, il y en a très peu. Donc on peut se dire, si le prélèvement a été fait à ce niveau-là, c'est bon, je suis tranquille. Mais à la vanne du bas, il y en avait énormément, quasiment 2000. Le vin numéro 3, donc le dégustateur confirme, enfin la vanne du bas confirme ce qu'on analyse au dégustateur. Et par contre, également au niveau du vin numéro 4, on passe d'une population de 2000 Brettanomyces par millilitre qui peut avoir un impact déjà relativement rapide sur la production d'éthylphénol, alors qu'à la vanne du bas, on est à une quantité où là, il faut vraiment traiter le plus rapidement possible parce qu'on a une quantité très très importante. Donc pour passer maintenant à l'analyse des bactéries, donc l'analyse de bactéries, nous, on va beaucoup l'utiliser sur les bières. Pourquoi? Parce que les déviations bactériennes sont un sujet majeur dans le monde brassicole. Et la majorité des contrats que l'on a avec les brasseurs contiennent systématiquement des analyses bactéries. Parce que pour eux, ils peuvent pas se permettre d'avoir une déviation bactérienne, parce qu'après leur produit peut totalement changer de profil, avoir des problèmes de mousse trop importante. Vous avez peut-être déjà vu des bières quand vous les ouvrez où la moitié termine dans l'évier.
C'est souvent à cause de ça. Donc eux, ils ne peuvent pas se le permettre. Donc avec un suivi dans des bactéries globales, mais nous, ce qui va nous intéresser, donc, ce sont les bactéries acétiques et lactiques qui peuvent provoquer des déviations. Donc c'est une analyse qu'on va essentiellement pour les vins utiliser sur les vins avec une faible concentration ASO2. On a de plus en plus de clients aujourd'hui qui vont chercher à gérer leur concentration à SO2 vraiment de manière très précise, avec parfois des quantités de SO2 totales dans leur vin de 20 mg par litre. Donc là, il y a vraiment besoin d'un pilotage très précis. Et donc, on va faire des analyses pour éviter les déviations acétiques ou lactiques au début du printemps, encore une fois, car les vins se réchauffent avant mise en bouteille pour décider d'une filtration ou non, et également pour piloter le SO2. On sait que les populations de bactéries sont très sensibles au SO2, donc voilà, ça peut permettre de décider d'un ajout de SO2, et en cas de suspicion ou début de défaut. Et également donc pour le goût de souris qui est une contamination bactérienne. Donc, nous avons des seuils d'interprétation des analyses de bactéries, comme les Brett. Pendant l'élevage, le seuil est de 10 puissance 5 bactéries par millilitre. Donc, lorsqu'on est en dessous de 10 puissance 5, on va considérer que la population est modérée et que le risque de piqûre est plutôt faible, alors qu'au-delà de 10 puissance 5, là, il y a un risque de piqûre acétique ou lactique. Donc, on va décider d'un potentiel traitement, d'un léger sulfitage, puis de nouveau suivi des populations en sachant que c'est très intéressant pour nous, comme le disait Pascal tout à l'heure, de pouvoir voir, d'accord, il y a une quantité de bactéries, mais est-ce qu'elles sont vivantes et est-ce qu'elles sont actives? Et ça, c'est ce que le cytomètre nous permet, donc c'est très intéressant. Et par contre, avant la mise en bouteille, le seuil baisse considérablement. Vous pouvez le voir au niveau c'est à partir du moment où on a 10 puissance 3 bactéries, donc une population supérieure à 1000, on va considérer qu'il y a un développement de bactéries et qu'il y a un risque de contamination en bouteille. Et là, pareil, on va préconiser un traitement pour prévenir le risque. Mieux vaut prévenir que guérir, bien sûr, donc pour prévenir le risque de déviation en bouteille. Et donc ça nous est arrivé dernièrement. Vous pouvez voir en dernier, la dernière flèche, le cas d'un vin après mise en bouteille, où il y avait un défaut très clair, il y avait une population bactérienne très élevée, supérieure à 6, 10 puissance 5 par millilitre, donc supérieure à 600 000 bactéries par millilitre. Donc il y avait une piqûre qui était avérée à la dégustation et qui a été confirmée. Donc ça, c'était un vin qui était, entre guillemets, méthode nature, peu sulfité. Donc, sur ce genre de vin, typiquement, ça aurait été intéressant de faire une analyse avant mise pour décider d'un traitement et éviter donc cette déviation, cette déviance en bouteille. Et donc, troisièmement, les troisièmes analyses que nous effectuons, ce sont les analyses de levure. Donc, œnoïste, comme vous disait Pascal tout à l'heure. Donc ça, on va l'utiliser à différentes étapes. En premier lieu, sur l'analyse des pieds de cuve. Voilà, on a de plus en plus de vignerons qui font des pieds de cuve pour des vins méthode nature ou alors qui font des levains, donc ils vont acheter une levure commerciale mais qui vont la faire se développer pour pouvoir du coup économiser l'achat de levure. Et donc ça va nous permettre donc de faire des suivis de ces cuves-là, donc de quantifier la population levurienne. C'est évidemment très important, mais aussi ce qui est important dans toutes les analyses de levure pour nous, c'est la viabilité. Savoir si vous avez une population importante avec une viabilité faible, là, on va se dire que notre population a un problème. Et donc, évidemment, on réalise ces analyses de levure en parallèle de la dégustation et d'analyse physico-chimique pour voir si la population de levure présente dans le pied de cuve est bonne ou pas, avec un suivi de l'acidité volatile et des sucres. Ensuite, on va également réaliser des analyses de fin de fermentation dans le cas des fermentations languissantes. Donc ça, que ce soit avec des populations de levure commerciales ou indigènes dites sauvages. Pourquoi? Parce que ça peut économiser un relevurage déjà. Et on sait tous que c'est une opération donc, qui est coûteuse et qui est également très complexe dans des vins où la concentration d'alcool est importante, la concentration en sucre est faible. C'est une démarche qui peut être relativement compliquée à mettre en marche, à mettre en place. Donc, l'analyse de fin de fermentation
sert à ça, de voir si notre population est viable et va pouvoir terminer la fermentation, avec encore une fois la viabilité qui est un facteur très important. Donc nous, voilà les différents seuils que nous utilisons pour les pieds de cuve. Donc c'est la population, une population supérieure à 10 puissance 5 qui va nous permettre de dire que le pied de cuve peut être ensemencé, mais également, et c'est très important de le dire par rapport à la viabilité, on peut avoir une population supérieure à 10 puissance 5, mais avec une viabilité faible. Et donc, dans ces cas-là, on va vraiment conseiller d'attendre plutôt que d'ensemencer et éviter les problèmes pendant les fermentations. Donc voilà, vous pouvez voir à droite les différentes préconisations selon les seuils avec s'il y a une population inférieure à 10 puissance 5 et une viabilité faible, on conseille de renouveler le pied de cuve parce on pense qu'il y a un risque que la fermentation n'aille pas au bout. Donc là, encore une fois, vous pouvez voir le type de rapport que nous émettons et que nous envoyons aux clients, avec encore une fois la taille ici, la structure là pour discriminer, le graphique à droite pour discriminer les levures, et à gauche avec la fluorescence qui nous permettent de dire si les populations sont viables ou non. Donc les analyses de fin de fermentation maintenant. Donc nous on a un seuil de 10 puissance 4 levures, à savoir que si vous êtes en fin de fermentation, que votre viabilité est faible, quoi qu'il arrive, on va considérer qu'il y a un risque que la fermentation ne se termine pas. Donc dans le cas d'une viabilité faible inférieure à 10 puissance 4, donc pour nous la population n'est plus assez importante. Inférieur à 10 puissance 4 avec une bonne viabilité, on va encourager à nourrir les levures pour qu'elles puissent terminer leur fermentation avec évidemment des doses très faibles pour ne pas favoriser d'autres populations. Ensuite, fin de fermentation alcoolique supérieure à 10 puissance 4 avec une viabilité faible également, on va préconiser un apport de nutrition et supérieur à 10 puissance 4 avec une viabilité bonne et forte. Là, on va considérer que la population semble suffisante pour assurer la fin de fermentation alcoolique. Et ensuite, on va beaucoup utiliser aussi le NOYIS, donc l'analyse de levure dans le cas des mises en bouteille pour les vins peu sulfités ou avec des sucres résiduels. Voilà, comme je vous le disais, on a beaucoup de clients qui ont très peu de SO2 total à la mise, et leur objectif est d'en mettre le moins possible. Donc, on va analyser pour voir s'il y a un risque de refermentation dans leur bouteille. Donc, avec un seuil cette fois-ci à 500 levures par millilitre. Donc, encore une fois, qui dépend de la viabilité. Donc, inférieur à 500 par millilitre avec une viabilité faible, pour nous, le risque est très faible de refermentation en bouteille. En revanche, au-delà de 500 par millilitre, on considère, même si la viabilité est faible, qu'il y a quand même un risque. Et évidemment, on va comparer donc ce résultat d'analyse de levure à d'autres caractéristiques et analyses physico-chimiques. Donc vous pouvez le voir dans le tableau du bas avec trois vins. Donc le premier vin, on est à 1200 levures par millilitre avec une viabilité moyenne. Toutefois, on est à 1,5 g par litre de sucre avec un SO2 libre et total plutôt très bas. Donc là, on considère qu'il y a quand même un risque de refermentation parce que la population de levure est supérieure à 500. Donc on va conseiller, voilà, on va souvent conseiller une filtration pour baisser la population. Dans le deuxième cas, donc dans la deuxième colonne, on est à 98 levures par millilitre avec une viabilité faible, concentration en sucre qui est très faible également, 0,6. Donc là, on va considérer que le risque, malgré le SO2 très bas, le risque de refermentation est très faible. Et par contre, pour le troisième vin, où là, donc ça c'est un cas vraiment qui nous est arrivé, on est à 91 levures par millilitre, ce qui est très bas. Viabilité forte, toutefois. Et sauf que certes, on a beaucoup de SO2, par contre, on est dans le cas d'un vin moelleux, donc on est à 33 grammes par litre de sucre. Donc là, vraiment, on considère que même si la population est extrêmement faible, vu la concentration importante de sucre et à quel point les levures peuvent aussi supporter la présence de SO2, là, il y a un risque de refermentation qui est très net. Et donc pour terminer sur l'utilisation de la cytométrie au laboratoire, donc ça va nous permettre de contrôler des populations donc de la fermentation jusqu'à la mise en bouteille. Ça va nous permettre de beaucoup gagner en précision dans les vins
parce qu'on sait l'impact que peuvent avoir le SO2 mais essentiellement surtout la filtration. Donc voilà, si on a une analyse qui nous permet de valider que les populations sont plutôt faibles dans un vin, ça nous permet parfois de ne pas filtrer. Donc voilà, c'est toujours ça de moins d'impact pour les vins et de manutention aussi en cave. Ça va également nous permettre de choisir la porosité des plaques selon le micro-organisme visé. Aussi, ça peut permettre de confirmer l'efficacité d'une filtration que vous avez effectuée ou alors qu'un prestataire a effectuée. Voilà, parce que parfois il peut y avoir quelques litiges, notamment sur la présence de levure dans une bouteille, une refermentation, et donc c'est toujours intéressant de voir juste après mise, si ou même avant mise, bien sûr, si la fermentation, si la filtration, pardon, a, a eu un bon effet et a bien marché. Donc ça permet également de minimiser le risque de déviation des vins en élevage et en bouteille. Alors ce qu'il est très important aussi de noter, c'est que l'utilisation de pots stériles est impérative ou alors de récipients stérilisés. Donc là, je vous ai mis deux images. À gauche, donc nous avons un pot microbio qui est stérile, que c'est le pot microbio que nous donnons nous au laboratoire, qui va nous permettre d'avoir un résultat d'analyse très fiable, le plus fiable possible. Par contre, vigilance aux récipients en verre comme celui-là, donc ça pareil, c'est ce qu'on donne au laboratoire, notamment ceux qui sont restés quelque temps dans la cave, un petit peu à l'air libre, tout ça. Il faut pas l'utiliser tel quel, vous pouvez l'utiliser après l'avoir fait bouillir par exemple dans de l'eau, où là il y aura pas de souci, le verre sera stérilisé, mais voilà. Donc vigilance au prélèvement, et évidemment, vous pouvez vous rapprocher de nous pour connaître les protocoles de prélèvement. Donc voilà, je vais laisser la parole maintenant de nouveau à Christophe qui va terminer cette présentation en vous présentant les différentes méthodes d'hygiène dans les caves. Ok, merci, Augustin. Je vais partager mon écran. Donc, au niveau de cette hygiène réalisée en cave, euh, on peut considérer que nous avons régressé dans ce domaine dans les 10 dernières années et cette régression s'est accélérée pour différentes raisons liées au manque de temps, aux conditions économiques, au fait que c'est quelque chose de nettoyer, désinfecter, qui est pas agréable à faire. Et donc aussi, euh, on peut aussi considérer que l'évolution de, des conditions d'élaboration des vins avec l'augmentation des pH a fait que en fait, la pollution, contamination microbienne de base et qui est là pendant l'hiver, qui sporulent, ces micro-organismes qui sporulent et qui ensuite vont se remultiplier pendant les printemps et les étés qui sont plus chauds, plus humides, vont faire en sorte que au moment où on va faire les nettoyages et désinfections pré-vendange, eh ben, on va être moins efficace. Alors, il ne faut pas oublier, bien sûr, les règles de base de cette hygiène. Alors, ces règles, je pense, sont pas suffisamment bien enseignées au niveau des écoles, des professionnels, des jeunes qui seront les professionnels du vin dans toutes les disciplines. Je vais proposer mes services dans certaines écoles de manière gratuite, sans que ça ait d'impact. Donc, ces règles sont ultra importantes. Ranger, prélaver, nettoyer, rincer, désinfecter. Bien sûr, des produits sont proposés pour faciliter le travail des opérateurs qui mixent le nettoyage et la désinfection. Un des plus pertinents techniciens dans notre monde vitivinicole français qui a travaillé sur la question et qui a été, tout comme Vincent Gerbeau,
introduit dans ce monde du vin par Monsieur Claude Cuignet. Donc, je cite Pascal Poupeau, a des données qui montrent que si on nettoie, on rince, puis on désinfecte, c'est plus efficace que si on fait les deux opérations en même temps. Or, nombre de produits d'hygiène sont proposés sur le terrain et ceux qui les vendent indiquent que c'est aussi efficace, voire plus. C'est tout le contraire et moi j'ai plein de données personnelles qui montrent exactement ceci. Le point aussi important est, en termes de règle de base, de respecter le tact. Alors je n'en ai pas, je suis bien connu pour ça, heu, du tact humain, mais par contre, je communique dans mes formations l'importance de respecter la température d'action des produits et on sait, par exemple, pour un détartrage, chaque fois qu'on augmente de 12 degrés la température, on double l'efficacité. Donc il vaut mieux préparer sa solution de soude avec de l'eau tiède qu'avec de l'eau froide. Il est important de ne pas stocker les gros bidons de 1000 litres de solution de soude, des fois qui sont toutes prêtes, à l'extérieur l'hiver, mais de les stocker à l'intérieur pour qu'elles soient plus efficaces. L'action mécanique est souvent absente et donc démarrer doucement, bien sûr pour des raisons de sécurité, le circuit est important, quand on utilise ces différents produits, mais il faut arriver à un débit très, très fort pour augmenter l'action mécanique. Et l'action mécanique par l'huile de coude est très, très souvent oubliée. La concentration du produit est très importante et la durée, le temps d'action également est extrêmement important. Alors, je ne développerai pas ces règles de base, je les développe dans énormément de formations que je fais, beaucoup en Champagne, aussi en Vallée du Rhône, j'ai fait dans le Bordelais, dans différentes régions. Ceci est très important. Il y a d'autres acteurs qui en proposent. Je peux vous dire qu'à 59 ans, en ayant fait moi-même beaucoup, beaucoup de nettoyage depuis 2017 dans les caves et beaucoup de contrôles microbiologiques, eh ben, j'ai énormément de données et je vais vous en présenter quelques-unes. Alors, très important, on parle d'hygiène pour éliminer les micro-organismes, mais aussi il faut que l'environnement soit sain en termes d'odeur. Donc, quand on rentre en cave, que ce soit des opérateurs, les œnologues, les propriétaires, il faut à tout prix détecter les endroits où on peut avoir des mauvaises odeurs qui vont s'accumuler et traiter ces problématiques-là. Et on sait que, notamment avec le Covid en 2020-2021, il y a eu des traitements avec certains produits au niveau des eaux qui ont fait qu'on a, en présence de moisissures dans certaines parties des cuveries, eh ben, des développements de mauvaises odeurs. Et donc ça, c'est un élément à ne pas oublier. CF, Richard Dailly, cet œnologue champenois qui insiste dans ses conseils sur ce point très, très important. Le point aussi très important, on utilise très, très peu de produits chimiques pendant les vendanges et les vinifications, par peur d'avoir des résidus, bien sûr, dans les jus, puis ensuite dans les vins. Mais attention, le rinçage à l'eau n'est pas un nettoyage. Et vous pouvez voir ici que pour des tuyauteries ou des pompes qui ont fait circuler des jus issus de pressurage de raisins contaminés soit par des pénicillium, soit par des botrytis, et on en a de plus en plus, et pas uniquement que dans les vignobles septentrionaux, eh ben, il y a des spores de ces moisissures qui restent dans les canalisations. Et comme on rince uniquement à l'eau, elles sont dans un environnement qui n'est pas celui du vin, avec son acidité et son alcool, qui autoprotège un petit peu et limite le développement des moisissures, mais quand on est dans ces conditions, et on l'est de plus en plus, on a un développement de ces moisissures et de ces mauvais goûts ensuite qui vont passer dans les vins. Donc rinçage à l'eau, nettoyage, désinfection sont 3 étapes fondamentales. Et ensuite, il y a effectivement donc des fois des grosses contaminations qui sont tout de suite détectées et il faut mettre en quarantaine les lots et pratiquer des nettoyages et désinfections avec des produits chimiques et s'assurer avec les outils qui existent, les petites bandelettes, de l'absence de résidus pour la sécurité des utilisateurs, des cuvistes et également pour éviter d'avoir des résidus dans les mous et dans les vins. Donc le point critique numéro 1 dans une cave, au jour d'aujourd'hui, ce sont les pompes. Vous voyez ici un extrait d'un article que j'ai publié dans la Revue des œnologues de Bourgogne en novembre 2024. 1000 contrôles effectués en cave avec ATP métrie d'une part et contrôle microbiologique d'autre part sur un second écouvillon.
Sur ces 1000 points, il y a 40% de ces données qui sont issues de la Champagne. Si on prend au global, on a à peu près 20% des points qui sont contaminés en Brettanomyces. Et si on prend seulement les 84 corps de pompe que j'ai ouverts, on a 47% de ces corps de pompe qui sont contaminés en Brettanomyces. Vous pouvez imaginer dans les régions où les pH sont plus élevés et donc où la pression en Brettanomyces est plus élevée, combien de Brettanomyces on peut avoir dans des corps de pompe qui voient passer beaucoup de mou, beaucoup de raisins et la totalité des vins dans des caves. Donc, il n'est pas étonnant de voir les fréquences de contamination dans ces Brettanomyces qu'on peut avoir ensuite au final dans les vins et voire dans les bouteilles. Donc, les points clés pour la bonne hygiène d'une pompe, il y en a un énormissime, ce sont les cloches. Donc, il y a énormément de types de pompes, et dont les plus modernes, les pompes péristaltiques, beaucoup de pompes qui ont ces fameuses cloches qui sont là pour éviter qu'on ait trop de la pression qu'on peut exercer sur le vin. Et effectivement, ces cloches sont importantes pour la qualité du pompage. Idéalement, au démarrage, si on peut les saturer en azote, en gaz neutre, c'est toujours mieux pour limiter l'entrée d'oxygène. Mais derrière, ce sont des endroits qui vont facilement se contaminer et qui sont très difficiles à nettoyer. Quelques images. Donc, vous voyez ici la célèbre pompe Manzini avec ses galets. Ceux-ci sont particulièrement bien nettoyés, mais il y a des cas, et pas que dans des caves qui peuvent faire des très grands vins, où ces cloches étaient, donc ça c'est des cas de 2014, très très sales. Et donc j'ai fait beaucoup ouvrir de ces pompes et j'ai pu trouver par hasard en Provence, dans les années 2016-17, des systèmes de boules de nettoyage inventés par un praticien de terrain dans le Languedoc, qui sont distribués chez quelques distributeurs seulement, un en Provence, qui peut être inséré entre le corps de pompe et la cloche et qui permet d'envoyer soit de l'eau très chaude, soit aussi avec un petit système d'adaptation qui a été mis au point dans une des caves de ma région. Il permet d'y envoyer des produits chimiques et d'éviter de démonter systématiquement les cloches. Donc, ces cloches sont aussi présentes dans des pompes plus modernes. Et ces cloches, par exemple, sur les pompes Francesca, sont des nids à micro-organismes, sont des nids à moisissures. Ici, vous voyez l'autre face de la membrane de la cloche d'une pompe Francesca dans un atelier de mise en bouteille dans le Bordelais, dans ce cas-là. Et donc, ici, eh ben, la géosmine qui était présente là, quand on a ouvert, ça puait la terre. Eh ben, elle passe très facilement. Il y a des petites, quelques nanogrammes qui passent, tous les X centaines d'hectos qui passent dans ces pompes. Et donc, c'est très important de les démonter. J'ai pu faire un contrôle sur une cave qui avait que des endroits très peu, enfin, très, très propres de partout. Le seul endroit où il y avait des Brettanomyces, c'était dans la pompe Francesca qui était utilisée pour le détartrage et qui, chaque soir ou chaque fin de semaine, n'était pas nettoyée mais rincée à l'eau. Donc, il faut faire très, très attention à ces pompes, à ces cloches. Vous avez ici un autre type de pompe ou qui sont très, très bien parce qu'il n'y a pas de cloche, mais par le système qui est utilisé, n'ont pas de robinet de purge. Et donc, si on n'ouvre pas les pompes pour faire sortir le liquide, eh bien, vous voyez qu'on a un développement de biofilm. Et donc, derrière, c'est très, très difficile à l'éliminer. Et j'ai pu détecter malheureusement des Brettanomyces dans ces pompes. Également, un type de pompe très intéressant par rapport à la qualité du pompage, mais seulement au bout de 2 ans en Champagne, avec 80%, 90% de vin blanc utilisé, vous voyez l'état de l'intérieur du corps de pompe. Et sur une formation que j'avais pu donner, eh ben, avec 7 pompes comme ça, mis en série pour être nettoyées, rincées, désinfectées, eh ben, les équipes avaient pu, de manière très, très bien organisée, eh ben, éliminer tous ces biofilms. Donc, on a vraiment un gros, gros point critique à gérer. Je vais passer assez rapidement parce que j'aurai tellement de photos à vous montrer, tellement de choses à vous dire. Simplement, en concluant sur ces pompes que démonter, démonter, démonter,
tous les mois plus que tous les ans. C'est très difficile, c'est très long et je n'ai pas ici de données chiffrées, mais j'en aurai extrêmement bientôt, je communiquerai. Et je pense que l'arrivée de solutions enzymatiques, les enzymes «gloutons» entre guillemets, pour aider à limiter le temps passé à nettoyer l'intérieur de ces pompes va nous faire progresser beaucoup dans les prochains mois et les prochaines années. Et ensuite, il y a certains autres points critiques comme les joints de porte, l'intérieur des vannes, l'intérieur des robinets de niveau, des robinets dégustateurs, où il faut effectivement y aller au goupillon. Et donc, c'est très long, très long, très long. Et je remercie Joël Rochard qui m'a envoyé sur une piste où on est là en train de faire des tests sur des systèmes un petit peu comme les systèmes qu'utilisent les dentistes pour détartrer nos dents, et ben, qui vont faciliter la vie des utilisateurs et permettre de gagner beaucoup de temps pour aller traiter ces points très, très critiques où on rencontre des Brettanomyces. En conclusion, hygiène, hygiène, hygiène. Je pense qu'effectivement, tout ça est très coûteux. Qu'en ce moment, on est plus dans des phases où les directeurs généraux, les propriétaires des caves sont à couper un maximum de coûts. Il faut qu'ils comprennent et comprennent que eh ben, le temps passé à une bonne hygiène permet derrière d'avoir des vins beaucoup plus fins, de prévenir les défauts, de faire moins, moins d'opérations sur les vins et d'avoir des gens qui sont, quand on les forme, quand on leur explique ce qu'il faut faire, eh ben, qui vont être beaucoup plus motivés pour effectivement réaliser ces opérations qui sont délicates mais tellement importantes pour la qualité des vins. Merci pour votre attention sur ce sujet qui me passionne particulièrement. Augustin? Ouais, c'est bon. Bon, mais écoutez, merci Christophe. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est vous pouvez nous poser des questions, si en tout cas vous en avez. Donc je vous invite à le faire par le chat que vous avez en bas. Vous pouvez inscrire vos questions. Voilà, on y répondra avec plaisir. Donc on va, selon le nombre de questions qu'il y aura, on va rester une petite dizaine de minutes, voire plus si vous avez plus de sujets sur lesquels vous voulez discuter. Peut-être bien. Ouais. Je ne sais pas si... Augustin, on m'entend? Je crois qu'on m'entend, ouais. Moi, j'aurais voulu... Bon, il y a des questions déjà. Mais ensuite, Pascal, après celle-là, Ouais. j'aurais moi une question. Si tu peux repréciser la différence de technique de marquage entre Euno-Comte et, et Brett-Comte. Alors moi j'ai lu Cyto 3D. Vous m'entendez? Ouais, ouais. Ouais. Il y a une question, quelle est la différence entre la cytométrie de flux et la cyto 3D? Euh, c'est une très bonne question. La cyto 3D, c'est de la cytométrie marketing. Voilà comment je peux répondre. 3D, c'est parce que vous avez un appareil, c'est la même technologie, hein. Vous avez un appareil qui vous permet, d'après ce que je peux comprendre, de faire une analyse avec trois lasers. En gros, si vous voulez, c'est un cytomètre qui est très très bon. C'est un peu une Ferrari, mais est-ce qu'on a besoin d'une Ferrari pour aller faire ses courses tous les matins? Voilà un petit peu comment je répondrai. La cytométrie, nous, ce qu'on propose, c'est un cytomètre de base, mais qui fait le boulot et qui est complètement adapté à nos kits dédiés à l'œnologie. Voilà, en fait, moi je considère le cytomètre comme un téléphone mobile, par exemple, sur lequel vous allez ajouter des applications. Le tout, c'est que votre téléphone soit suffisamment performant pour voir ce que vous voulez voir. Mais effectivement, on pourrait aussi, chez Sysmex, faire du marketing et dire qu'on a des cytomètres jusqu'à 25 couleurs et 5 lasers, et vous les vendre dans vos laboratoires si vous êtes des technicien de laboratoire, mais voilà, en gros, ce n'est qu'un cytomètre, ni plus ni moins. Je voudrais, moi, donner mon opinion par rapport à celle de Pascal. En fait, une opinion scientifico-technique, même si Pascal est très scientifique. J'ai pu, depuis le démarrage de cette présentation par les laboratoires qui l'ont présenté,
avoir un avis scientifique, notamment de madame, une professeure, Pascal, tu vas tout de suite me trouver Marielle le Wick. nom, Marielle Marielle Wicks, donc qui est extrêmement intéressante, à écouter. Mais surtout, moi, j'ai regretté depuis le démarrage et j'ai posé cette question à Mathieu Dubernay qui m'y a répondu avec une réponse qui ne m'a pas convenu. La relation entre les résultats utilisés par cette technique et ceux de la technique officielle reconnue, qui est la technique OIV de la mesure sur milieu de culture, euh, ben, j'attends, moi, d'avoir cette relation pour juger complètement de, des résultats que peut donner cette technique. Et je n'ai honnêtement pas été du tout convaincu par l'article qui a été publié dans la revue des œnologues de France. Voilà ma position personnelle. Et personnellement, j'ai pu faire des tas de comparaisons. Et moi, personnellement, je reste avec l'utilisation de, premièrement, microscope, deuxièmement, cytométrie avec la mesure de l'activité estérase, SNF-BRET pour avoir cette possibilité de détecter des Brettanomyces à la fois qui sont producteurs ou pas de phénol, de décider en fonction si on est dans l'élevage ou proche de la mise en bouteille, de les laisser ou de les enlever. Et quand mes clients sont pressés, d'avoir une technique, soit par la cytométrie spécifique parce qu'elle a présenté, soit par de la PCR avec les limites dont on pourrait discuter de cette PCR, notamment la nouvelle digitale, et où je suis toujours, moi, avec toujours des questions par rapport à la relation entre la viabilité réelle de ces Brettanomyces et le résultat que peuvent nous donner des PCR, qu'elles soient des PCR quantitatives complètes ou VPCR avec l'iodure de propidium pour différencier les morts ou les vivants, ou de la PCR digitale, où pour l'instant, dans le monde de l'œnologie, je n'ai pas vu de publication qui indique si on fait une différence entre les Brettanomyces vivants ou les Brettanomyces morts. Et sinon, Pascal, donc moi, j'avais cette question-là de repréciser la différence de technique entre le no-count par rapport au marquage pour que ce... J'ai abordé ça très vite parce que c'était sur la fin. Voilà. Après, ce qui est important, c'est si on vous parle de cytométrie, pour revenir un petit peu sur la question de cytométrie 3D, ce qui est important, c'est que ce soit pas une boîte noire, quel que soit le cytomètre. Ce que je reproche à la cyto 3D, c'est que aujourd'hui, personne ne sait ce que signifie comment les analyses sont faites. En tout cas, c'est pas très clair. Ce qui est important pour vous, c'est de comprendre comment on met en évidence les micro-organismes. Et c'est la question que pose Christophe, c'est que l'outil cytométrie, ce n'est qu'un compteur de cellules, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on identifie en amont les cellules qui nous intéressent. Donc, pour les brettes, vous avez compris, ce sont des sondes spécifiques. Pour le no-count, pour répondre à la question de Christophe, c'est basé, donc on n'a rien inventé, hein, c'est des technologies qui existent depuis longtemps pour mesurer la viabilité des micro-organismes. C'est un cocktail de deux molécules, en fait, qui vont, comme j'expliquais, toutes deux cibler l'ADN des micro-organismes, que ce soit levure ou bactéries, mais avec un effet de qui va tantôt mettre en évidence les levures vivantes uniquement, avec un marqueur qui pénètre indifféremment dans les mortes et les vivantes, et un deuxième marqueur rouge qui va lui ne pénétrer que dans les cellules qui ont la membrane ou la paroi poreuse. Donc c'est, on va dire, un marqueur de mortalité. Donc on va avoir tantôt des micro-organismes verts qui sont repérés comme étant vivants, avec le cytomètre, on va dire que c'est de la 2D, hein, on pourrait même dire de la 4D finalement, parce qu'on a taille, structure et deux fluorescences, on pourrait parler de cytométrie 4D, et un marqueur rouge qui va permettre de mettre en évidence ce qui est mort, et puis vous avez les nuances. Alors, moi, je ne fais pas le raccourci. On parle beaucoup, notamment les gens qui font de la cyto 3D, ils parlent de viable non cultivable. Alors, on aime bien mettre sur un bulletin d'analyse qu'il y a des mortes, des vivantes et des viables non cultivables. C'est une notion, moi, que je trouve un petit peu difficile. Et qu'est-ce qu'on en fait, ces levures viables non cultivables? Est-ce que quelqu'un a mis en évidence
étaient dangereuses pour l'œnologie. À ma connaissance, non, en tout cas pas de façon scientifique. Euh, et personne aujourd'hui n'est capable de faire le parallèle, je pense que ça n'a pas été fait, entre ce que nous donne la cytométrie comme étant des micro-organismes viables non cultivables et une boîte de pétri. Personne n'est capable de dire si ce qu'on a repéré au cytomètre de viables non cultivables est vraiment ce qui pousse pas sur une boîte. À ma connaissance, ça n'a pas été fait. Christophe évoquait le professeur Marielle Bouix d'AgroParisTech. On est parfaitement sur la même longueur d'onde par rapport à toutes ces notions. Donc pourquoi je disais ça, c'est que néanmoins c'est une notion intéressante parce qu'on voit qu'il peut y avoir, moi j'aime bien observer plutôt en dynamique ce qui se passe avec le no-count, c'est-à-dire que vous voyez des populations avec des mortes, des vivantes, et puis vous voyez qu'il y a une dynamique intermédiaire d'aller vers la phase vivante plutôt vers la phase morte ou inversement. Donc voilà, un petit peu, j'espère que ça répond à la question pour le no-count. Il n'y a pas d'autres questions, Augustin? Non, pour l'instant, non. Et donc, pour les personnes qui sont présentes et puis celles qui écouteront, parce qu'on a pas mal de personnes qui, à cette heure-là, nous ont dit qu'elles écouteront. Moi, je voulais juste compléter pour faire la relation entre les analyses microbiologiques et l'hygiène, que depuis un an, et je remercie pour ça Pascal Bruno, je remercie aussi Laurent Polo là, qui nous écoute. Euh, Depuis un an, je faisais depuis 2017 beaucoup de contrôles d'hygiène dans les caves avec des cultures des micro-organismes, Brettanomyces, bactéries lactiques, bactéries acétiques, levures. Je allais regarder des fois avec des analyses génétiques s'il y avait des possibilités, des nécessités de rapidement décider si un pied de cuve levure indigène on l'utilisait ou pas. C'était très cher. J'ai pu faire beaucoup de choses, mais là, depuis qu'on a des analyses rapides avec cet œnocompte, je pense qu'on a fait un gros progrès. On est en train de faire des corrélations plus pointues entre les bactéries lactiques, les bactéries acétiques, pour essayer d'y voir encore plus clairement, mais je pense qu'on a bien avancé. Il y a plusieurs des opérateurs avec qui je fais ces travaux, que ce soit des metteurs en bouteille, des chaînes des personnes qui font des dégorgements, des tirages, ou simplement qui sont à la production et qui veulent, eh ben, avant de mettre des raisins dans une cuve, ou des jus ou des raisins dans un pressoir, eh ben, avoir un résultat d'analyse microbiologique très rapide. Je pense que là, on est sur des résultats qu'on peut avoir en moins de 30 minutes et qu'on a fait un grand pas dans la direction, effectivement, d'aller remplacer la TP-métrie, qui reste la seule technique très rapide qui permet de décider du lancement ou non d'une production ou d'une mise en bouteille. Là, je pense on va vers peut-être en 2030 ou 2035, une ATP-métrie totalement spécifique ou une technique totalement spécifique ultra rapide en quelques secondes ou quelques dizaines de secondes. Mais là, déjà, en quelques minutes, on a fait un grand pas en avant avec cette technologie. Alors, je peux répondre à la question concernant les bactéries lactiques et acétiques. Je vais être franc avec vous, on a lancé, Sysmex a lancé un kit bactéries lactiques et acétiques sur lequel j'ai surfé évidemment tout de suite, que j'ai testé chez Christophe d'ailleurs aussi. On a fait des premiers essais. J'en ai pas parlé, j'en parle pas. Pourquoi? Parce que je suis pas convaincu encore de l'efficacité de ce kit. Donc sur le papier, c'est possible. Le problème de l'œnologie, et vous voyez que je mets tout le temps beaucoup de réserves hein, sur ce que je fais. Il y a des choses qui sont faciles à faire en laboratoire quand on fait de la validation avec des cultures pures. Et quand on est sur le terrain avec du vin, et ben malheureusement, les micro-organismes se comportent pas comme on l'attendait. On travaille sur du vivant, faut pas perdre de vue ce point-là. Donc le kit
qui est proposé chez Sysmex, pour moi, n'est pas encore efficace. Donc, il y a du travail qui est en cours dessus pour différencier les lactiques des acétiques. C'est un petit peu un système gramme plus, gramme moins. Euh, je dirais que oui, peut-être qu'on va en avoir un. J'aimerais bien l'avoir déjà et vous dire que ça existe, mais voilà, la peinture n'est pas sèche. Voilà comment je répondrai aujourd'hui. Mais pourquoi pas? En tout cas, c'est un kit de plus qui serait compatible avec la plateforme que l'on propose. Voilà. Encore une fois, pour moi, la cytométrie, actuellement, c'est le téléphone mobile et on rajoute des applis. C'est comme ça qu'il faut le voir. Voilà. Toujours en attente de vos questions, n'hésitez pas. On reste un petit peu de temps encore et après, s'il n'y en a pas, on mettra fin à la présentation. Attends, jusqu'à midi 10. Mhm. Donc on va attendre 2 bonnes minutes, je pense, jusqu'à midi 10. Et après, si vous n'avez pas de questions, on arrêtera. Je vois que Yann Gilles est présent. On a eu une question sur la détermination d'Ekera ou Brettanomyces anomala par rapport à Bruxellensis. Moi, j'ai eu la question qui m'a été posée par rapport au sniff Brett. Donc, les anomalas produisent les mêmes composés que les Bruxellensis. Donc, avec le sniff Brett, on peut détecter les anomalas. Et Pascal, tu disais que si ce mec, c'est un kit spécifique, anomala. Alors, on a un kit spécifique et on travaille avec un laboratoire à l'Université de Quimper qui fait de la prestation Brett. Donc, ils sont à même de faire des analyses pour des producteurs. Ça a été fait en 2024, 2025. C'est disponible. Alors, moi, j'ai validé ce kit Anomala avec l'Union des producteurs, pardon, l'IFPC à Rennes, l'IFPC qui a validé donc le kit Brett Anomala cytométrie. Maintenant, il faut se faire connaître, c'est pas évident dans le cidre. Les problématiques sont à la fois identiques mais différentes. Je suis pas un expert du cidre, mais en tout cas, je pense que il y a moyen de faire aussi bien, même en parlant du kit nodiste, hein, avec le cidre ou à la bière, c'est tout à fait possible, je pense. Effectivement, on se connaît, on en a parlé. Ouais. Alors, ça exclut les Brett Bruxellensis. Oui, en fait, c'est deux choses différentes, hein. C'est hyper spécifique. D'ailleurs, moi, j'ai découvert les anomalas à Rennes, hein, au Reux, parce que j'étais allé tout bêtement faire une démo avec mon kit Bruxelles N6 et ils avaient des belles colonies à me donner pour faire des tests. Et évidemment, moi, j'avais des résultats qui étaient tout le temps à zéro. Et en discutant, on s'est aperçu qu'on parlait pas de la même chose. Donc derrière, on a compris qu'il fallait une sonde Anomala, donc comme quoi c'est hyper spécifique. Cette sonde, elle est sortie, mais effectivement, chaque sonde est spécifique d'une levure Anomala ou Brett. Maintenant, voilà, est-ce que on fait un mix des deux sondes? Pourquoi pas? On peut imaginer d'avoir une analyse doublée des deux sondes si on cherche Bruxellensis et Anomala. Mais moi, ce qui m'a été dit, c'est que c'était surtout Anomala qui était recherché dans le sida. Mhm. Et le protocole est le même? C'est exactement la même méthodologie. Oui. Ok, parfait. Bon, bah, écoutez, s'il y a pas d'autres questions, on va mettre fin à la présentation. Donc on espère que ça vous a intéressé. On vous remercie beaucoup de votre présence. Et si par cas vous voulez revoir certaines parties, on a enregistré la présentation, donc
On publiera très prochainement la présentation globale. Et voilà, donc merci encore pour votre présence et à très bientôt. Évidemment, tout le monde ici se tient à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations sur les différents sujets qu'on a abordés. Ok, Voilà. super. Merci beaucoup. À très Au bientôt. revoir. Au Au revoir revoir. à tous.